Dimanche 11 novembre 2012, bienvenue à tous sur le forum des lecteurs France Bleu La Montagne Corrèze Télévision. Le thème de ce forum est parler à hauteur d'enfant. Nous recevons sur ce forum Claude Almos pour Dis-moi pourquoi. Ce forum est animé par Karine Papillot. Bonjour à tous et nous sommes très heureux d'accueillir Claude Almos pour encore un ouvrage extrêmement intelligent et généreux. Vous êtes psychanalyste et écrivain et vous êtes l'une des spécialistes reconnues de l'enfance et de la maltraitance. Vous êtes l'auteur notamment de Pourquoi l'amour ne suffit pas, L'autorité expliquée aux parents, Grandir, les étapes de la construction de l'enfant, le rôle des parents, chez différents éditeurs, le dernier chez Fayard. Et vous collaborez avec Psychologie Magazine où vous répondez aux questions des lecteurs. Alors, dis-moi pourquoi, c'est une sélection de courriers d'enfants qui vous sont adressés à Psychologie depuis 2006. Pourquoi avoir créé ce rendez-vous directement avec des enfants dans une publication qui ne leur est pas destinée? Alors, je répondais depuis longtemps déjà, il existait avant que je n'arrive au courrier des grandes personnes. Et j'ai eu envie de faire un courrier pour les enfants, à la fois pour montrer aux parents l'intérêt des questions des enfants et comment il y a une profondeur dans cette question, et en même temps pour leur montrer comment on peut leur répondre sans avoir fait 25 ans d'analyse, sans avoir lu des bibliothèques entières, comment on peut, simplement en essayant d'écouter ce qu'ils demandent et de prendre leurs questions au sérieux, comment on peut leur répondre. Et j'avais d'autant plus envie de faire ça que très souvent, les parents sont handicapés, surtout à notre époque, pour répondre à leurs enfants, parce qu'il y a partout des conseils psy tous azimuts qui expliquent la supposée bonne façon de répondre à telle question pour tel enfant de tel âge, etc. Donc, comme il est supposé y avoir une formule toute faite qu'il faut absolument connaître pour la délivrer à la virgule près à l'enfant, les parents se sentent extrêmement perdus. Or, ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est que ce qui est important pour un enfant, c'est qu'on lui réponde ou qu'on lui dise « je vais réfléchir et je vais te répondre plus tard », mais qu'il se sente pris au sérieux. Parce qu'au fond, quand il se sent pris au sérieux, quand il sent qu'on écoute sa question, on lui donne par la même l'autorisation de parler, et à partir de là, le dialogue peut s'engager. Alors, trouver le mot juste, les parents essayent toujours de faire de leur mieux, essayent de donner le meilleur possible à leurs enfants. En général, enfin on le souhaite, trouver le mot juste peut être paralysant pour des adultes qui ont aussi pour eux-mêmes du mal à s'exprimer et peut-être à dialoguer avec leurs compagnons, leurs proches. Comment les aider à trouver la bonne place ? Je crois qu'il faut, si on veut les aider à ça, il faut précisément bannir cette idée de mot juste. Le mot juste, ça n'existe pas. Le mot juste, c'est celui qui est juste vrai, on va dire, à ce moment-là pour la personne. Le mot, c'est toujours les mots qu'on peut. Quand on a des choses importantes à dire, si on a annoncé à sa meilleure amie que son mari a eu un accident de voiture, personne ne peut prétendre dire le mot juste pour dire ça. On va dire comme on peut, en essayant de ménager la personne, en essayant de trouver les mots qui vont le plus progressivement possible l'amener à réaliser cette horreur qu'on a à lui dire, par exemple. Mais il n'y a pas de mot juste pour ça. C'est ça qui est perturbant pour les parents. C'est cette idée d'un idéal de parole. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en échec. Alors, vous dites qu'il faut parler à ses enfants. Et quand on entend cela, on a envie de penser qu'on est enfant jusqu'à 7-8 ans. Mais à travers les différents témoignages que vous retranscrivez, il y a des enfants beaucoup plus grands. Jusqu'à quel âge le pourquoi est si important ? Je crois qu'il est important à tous les âges, simplement il se transforme avec l'âge. Un enfant petit a besoin qu'on lui apprenne tout. Un enfant petit, un bébé, c'est comme un martien qui débarque sur Terre, il ne sait rien. Ce qu'on ne va pas lui apprendre, il ne le saura jamais. Donc il faut lui apprendre les lois du monde, les règles du monde, les saisons, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la nuit tombe. Il y a des bébés qui sont très inquiets parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la nuit tombe, par exemple. Ça nous paraît bizarre, mais c'est vrai que si on ne vous l'a jamais expliqué, comment est-ce qu'on va savoir, et comment est-ce qu'on va savoir qu'après la nuit, le jour revient. Donc ça, ce sont des questions de base. Ensuite, l'enfant pose des questions sur la vie. Comment on fait les enfants, pourquoi il y a un papa, pourquoi il y a une maman, qu'est-ce que c'est une grand-mère. Bon. Et puis, à l'adolescence, il y a toutes ces questions que les adolescents ont besoin de poser à nouveau sur la vie, qui sont au fond les mêmes questions que quand ils avaient 3 ou 4 ans, mais à un autre niveau de compréhension. Et puis, ils ont besoin
ils interrogent le témoignage des adultes pour essayer de savoir comment les adultes, eux, s'y sont pris pour vivre. Parce que l'adolescent est dans un tel moment de désarroi, il doit tout reconstruire, il doit prendre sa vie en main pour lui, et avec ce qu'il a comme données, essayer de se construire une vie d'adulte, une pensée d'adulte, qu'il a besoin que des adultes l'accompagnent en lui disant « voilà comment ça s'est passé pour moi ». Il ne s'agit pas de lui raconter sa vie dans le détail, mais de pouvoir témoigner que oui, c'est difficile, mais qu'on peut s'en sortir. Alors, quels sont les sujets qui sont revenus, qui reviennent le plus souvent ? Dans les enfants petits, à psychologie, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur les lois du monde. Pourquoi je ne peux pas épouser mes parents ? Pourquoi je ne dois pas dormir avec mes parents ? Pourquoi je ne dois pas taper sur ma sœur ? Ce sont toutes ces questions, et c'est très important parce qu'au fond, l'enfant a des réponses dans sa famille, mais il a probablement besoin de savoir qu'au-delà de sa famille, les réponses sont les mêmes ou ne sont pas les mêmes. En tout cas, il a besoin de savoir comment ça se passe dehors. Et au fond, une dame dans un journal, dont c'est le métier de répondre aux enfants, qui est donc créditée a priori d'un savoir, et puis c'est les parents qui transmettent les questions. Donc évidemment que la personne est d'autant plus créditée qu'elle est quelque part soutenue par les parents. C'est important pour l'enfant. Alors, jusqu'où on doit répondre aux questions, et quelles sont les questions auxquelles on n'a pas à répondre? Quelles sont les limites du questionnement? Ça c'est une question très importante parce que Françoise Dolto, comme on sait, a beaucoup dit il faut parler aux enfants. Donc à partir de là, il y a eu une dérive qui a été il faut tout dire aux enfants. Or, il ne faut en aucun cas tout dire aux enfants. Il faut dire aux enfants ce qui les concerne et uniquement ce qui les concerne. Hein, si une chose ne les concerne pas, il faut le leur dire et il faut vraiment les remettre à leur place, au propre et au figuré. Alors, par exemple, le meilleur exemple de ça, c'est le divorce. Il faut expliquer à l'enfant qu'on va divorcer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'amour dans la vie. Il y a l'amour des amoureux. Hein. Les parents, avant d'être des parents, ils ont été des amoureux. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, l'enfant, est né. Donc cet amour des amoureux, que lui, l'enfant, n'a pas encore connu, il faut qu'il sache que c'est quelque chose qui peut s'arrêter, qui peut s'amoindrir. On peut ne plus s'aimer assez pour avoir envie de vivre ensemble. Et qu'il y a une autre forme d'amour, qui est l'amour pour les enfants, qui, lui, dure toute la vie. L'amour pour les enfants, ça ne s'arrête jamais. C'est important d'expliquer cette différence, parce que beaucoup d'enfants s'imaginent que si papa quitte maman ou maman quitte papa, du coup, on quitte les enfants avec. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants qui disaient « Papa nous a quittés ». Ben non, papa vous a pas quittés. Ton père et ta mère se sont séparés, c'est pas la même chose. Bon, donc on explique ça. On explique donc qu'on s'aime plus assez pour vivre ensemble et que donc on va se séparer. Et puis on explique à l'enfant qu'on continuera à être ses parents, à l'aimer, à s'occuper de son éducation. On lui explique comment ça va se passer techniquement, chez qui il va vivre, comment il va vivre, quand est-ce qu'on va quitter la maison, si on la quitte, enfin bon. Voilà, on explique tout ça, sachant que c'est pas parce qu'on aura expliqué une fois que l'affaire sera close, mais qu'on donne à l'enfant le droit de poser ses questions en lui expliquant tout ça. Donc il va revenir, il va raconter ce qu'il a compris, qui n'est pas forcément ce qu'il fallait comprendre, et on va pouvoir rectifier, redonner des détails et tout. Mais si l'enfant, par contre, interroge sur le pourquoi du comment des dissensions du couple, alors, mais qu'est-ce qui t'a fait papa et qu'est-ce qu'elle t'a fait maman? Ça, c'est circuler, rien à voir, ça ne te regarde pas. Ça regarde la vie du couple, c'est ce qui se passe ou qui devrait se passer derrière, comme je l'écris dans le livre, la porte fermée de la chambre parentale, et il n'a pas à le savoir. Il faut lui dire que ça ne le regarde pas. Hein? Donc là, c'est très précis, on voit bien ce qui concerne l'enfant et qu'il a besoin de savoir. C'est pas juste qu'on a le droit de lui dire, c'est qu'on a le devoir de lui dire parce qu'il ne peut pas s'en sortir sans ça. Et puisqu'il ne regarde pas, et on a le devoir de la même façon de lui signifier que ça ne le regarde pas. Et il faut savoir que les divorces qui se passent mal, c'est pas du tout comme nous racontent certains que parce que quand on a fait des enfants, il ne faudrait pas divorcer. C'est une absurdité totale. Ce qui se passe mal, c'est juste quand on a permis à l'enfant, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne l'a pas suffisamment accompagné, de prendre une place qui n'était pas la sienne. Les enfants ont toujours envie de remplacer papa, de remplacer maman, d'aider le parent, et puis d'être tout puissant et de prendre le pas sur tout le monde dans la maison et de devenir le chef du monde entier. Donc si on les laisse faire, ça mène à la catastrophe. Alors depuis une génération environ, le monde a beaucoup changé, il y a une accélération, des nouveaux moyens de communication, le numérique, etc. Est-ce que l'enfant, depuis l'arrivée de ces révolutions, l'enfant a changé ou est-ce que c'est simplement le contexte? Est-ce que ça l'impacte? Moi, je ne crois pas que les enfants, fondamentalement, aient changé. Par contre,
ils sont soumis à de plus en plus de sollicitations et à de plus en plus de dangers. Par exemple, bon, pour prendre quelque chose dont on parle tout le temps, qui est la violence à la télévision, c'est évident que c'est extrêmement compliqué. La violence et de la même façon la pornographie. Donc, il ne s'agit pas de jeter la télévision avec l'eau du bain, il s'agit de se rendre compte qu'il faut que l'enfant soit plus armé aujourd'hui par rapport à tout ça, et la façon de l'armer, c'est de lui parler en lui expliquant les choses depuis le début. Par exemple, pour ce qui est de la pornographie, on sait aujourd'hui, c'est des statistiques à peu près officielles, que tous les enfants, une grande partie des enfants de 11 ans ont déjà vu des images pornographiques à la télévision, ce qui est quand même assez vertigineux si on y réfléchit. Eh bien, la seule façon, c'est que si on explique. Moi, je pense que c'est à partir de 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire à partir du moment où l'enfant circule, il a affaire aux grandes personnes, il voit comment elles sont, il voit cette différence des corps, il a besoin qu'on la lui explique. Si on lui explique à partir de cet âge-là, la différence des sexes, la conception des enfants, la grossesse, l'accouchement, etc., sans lui faire un cours comme au Collège de France, mais en lui donnant les infos de base qui, en plus, encore une fois, lui permettront de savoir qu'on a le droit de parler de ça, donc il pourra poser des questions, ça veut dire que le dialogue est ouvert et que quand l'enfant va voir une image comme ça parce qu'un copain sait comment ouvrir l'ordinateur de son père à 6 ans et qu'il y a des images dessus ou que sais-je, bien sûr il ne va pas en parler spontanément en rentrant, ça ne va pas être facile parce qu'il va se sentir un peu coupable, il sentira confusément que ça ne va pas plaire spécialement à ses parents, mais il pourra en parler. Il pourra poser des questions. Donc, par exemple, ça, il faut vraiment informer, il faut armer, il faut discuter avec les enfants. Et quelqu'un qui n'a jamais expliqué à ses enfants comment on faisait les bébés, qui à 11 ans découvre qu'il a vu des images porno et qui lui tient un discours moral en lui disant « Ah, mais mon petit garçon, la vie, c'est pas comme ça, c'est pas beau de faire ça », ça n'a aucun sens. Il faut vraiment aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus de dialogue entre les parents et les enfants. Mais ça veut dire aussi qu'il faut considérer les enfants comme des personnes à part entière. Et je vais monter sur mon cheval chez un de mes dadas favoris. C'est vrai qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on voit de plus en plus, par exemple, d'enfants se promener à 4 ans avec une tétine dans la bouche comme s'ils étaient des bébés de 6 mois, si tant est d'ailleurs que les bébés de 6 mois aient besoin de tétine, ce qui n'est pas certain. Mais bon, c'est évident qu'un enfant qui a une tétine dans la bouche à 4 ans, il ne peut pas se considérer comme une personne à part entière, et ça veut dire que le dialogue n'est pas possible, ne serait-ce d'ailleurs que techniquement, parce qu'avec une tétine dans la bouche, pour parler, c'est pas terrible. Mais donc, il faudrait vraiment réfléchir à ça, parce que la tétine, c'est pas juste un truc comme ça, c'est quand même une illustration du fait que la vie va de plus en plus vite pour les enfants, il y a toutes ces technologies modernes, il y a la télévision, il y a tout ça. Et puis d'un autre côté, il y a des parents qui sont tellement pris dans une angoisse de ce monde si difficile dans lequel on vit, qu'ils ont envie d'en protéger leurs enfants au maximum, et donc ils installent une espèce d'enfance éternelle, c'est-à-dire il n'y a plus de limite, quoi. Hein, on vous lasse vos lacets à 7 ans, on vous met une tétine à 4 ans, bon, et c'est une société quand même parfaitement absurde, parce que d'un autre côté, on voit qu'on fait des campagnes contre les élections de minimis, l'hypersexualisation, comme on dit, des petites filles, ce qui est absolument... Enfin, il y a des excès au deux bouts de la chaîne. Donc il faudrait arriver à concevoir que le développement de l'enfant, c'est un truc qui existe, que même si chaque enfant est particulier, il y a quand même des règles. Hein, on ne se promène pas en poussette à partir du moment où on sait marcher très bien, on ne boit plus de biberon à 15 ans et on n'a pas de tétine à 4 ans. Voilà. Et par contre, on peut parler à tous les âges depuis la première seconde de la vie d'un enfant. Alors, l'angoisse des parents que vous venez d'évoquer, elle est récente dans l'histoire, puisque vous retracez dans ce livre qui, certes, donne une large part à la parole d'enfant et aux réponses que vous leur apportez, vous resituez la notion d'enfance, qui est très récente dans le respect qu'on a de cette partie de la vie. C'est très intéressant aussi de voir les progrès qu'on a accomplis dans la relation interpersonnelle. Qu'est-ce qui a fait l'évolution du rejeton du chiard dont on ne s'occupait pas avant le XVIIIe siècle à l'enfant roi, en tout cas dit souvent comme tel, d'aujourd'hui?
Oui, alors moi, l'enfant roi, c'est un mot que je conteste, mais je conteste parce que enfant roi, ça véhicule l'idée d'un enfant qui serait un petit méchant, quoi, un petit pas gentil, roi, etc., et qui serait content. Un enfant roi, c'est ce qu'on appelle un enfant roi, et c'est pour ça que vraiment je conteste ce mot, c'est un enfant victime. Un enfant qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de limite et qu'on laisse se prendre pour le roi du monde, c'est un enfant qui est victime de carences éducatives et ça l'empêche de se construire normalement. Alors il faut bien comprendre que dans la vie d'un enfant, quand ça marche sur la tête, et des parents qui vous laissent commander à la maison à 5 ans, c'est une vie qui marche sur la tête. Quand une vie d'enfant marche sur la tête, il n'y a pas 50 solutions pour lui. Ou il en meurt physiquement, ou il en devient complètement fou, ou alors il essaye de trouver une jouissance là-dedans pour s'en sortir. C'est ce qu'on voit régulièrement, par exemple, dans la maltraitance. Quand un enfant réussit dans un univers de maltraitance à trouver une jouissance, ça hypothèque très gravement son avenir, mais en tout cas, ça lui permet de survivre parce qu'au moins, il est un peu sujet, comme on dit dans notre jargon, de quelque chose, c'est-à-dire il est un peu actif, il décide un peu de quelque chose. Donc, évidemment, un enfant, encore une fois, qui est dans cette vie qui marche sur la tête, qui est une vie où on lui laisse tout faire, il n'a pas d'autre solution que d'y trouver un plaisir, une jouissance à faire le chef. Donc voilà. Mais c'est une victime. Alors, c'est important parce que, ce que je raconte dans le livre, je ne suis pas historienne, mais quand même je survole très rapidement, il a fallu effectivement, comme vous le disiez, attendre la fin du XVIIIe siècle pour que vraiment on considère les enfants comme des enfants, c'est-à-dire comme des êtres en construction à qui on devait protection et éducation, des êtres qui n'étaient pas finis encore et qui avaient besoin des adultes pour devenir des adultes eux-mêmes. Bon, à partir de là, il y a eu, si on survole les siècles rapidement, il y a eu cette grande révolution dans laquelle la psychanalyse a joué un très grand rôle, qui a été de découvrir que ces personnes qui n'étaient pas des personnes totalement finies, qui étaient des personnes en cours de développement, qui étaient les enfants, étaient néanmoins des personnes à part entière. En fait, c'est la psychanalyse, puisque ce que Freud a découvert en écoutant des adultes, c'est que l'origine de leurs problèmes était toujours dans l'enfance, et que donc c'est l'enfant qui détenait les clés de la vie de l'adulte. À partir de là, évidemment, l'accent a été mis sur l'enfance, on a commencé à soigner des enfants. Et dans cette évolution du soin aux enfants, dans la psychiatrie, mais dans la psychanalyse, il y a eu peu à peu des découvertes. Et il y a eu toute une génération de psychanalystes, qui a été Winnicott en Angleterre, par exemple, et Françoise Dolto en France, qui ont vraiment poussé aussi loin que possible ce travail sur l'enfant. Je dis dans le livre, et je le pense vraiment, que Françoise Dolto a fait un travail véritablement d'ethnologue. C'est-à-dire qu'elle est allée étudier la peuplade d'enfants, enfin, si on prend cette espèce d'image impropre qui est que les enfants seraient une peuplade, elle a été écouter cette peuplade d'enfants, elle a été voir comment ils vivaient, comment ils parlaient, et elle nous a rapporté des témoignages. Et à partir de là, je pense que ça a été la clé de son succès, parce qu'au fond, elle a parlé aux adultes qui l'écoutaient. Moi, j'ai fait partie de la génération qui a écouté les premières émissions de Dolto. France Inter, c'était en 76, lorsque l'enfant paraît. Et donc, j'écoutais et je voyais des gens autour de moi qui en avaient mais rien à faire de la psychanalyse et qui étaient fascinés par ça. Et je crois qu'ils étaient fascinés parce que ça leur parlait profondément de l'enfant qu'ils avaient été. C'est-à-dire que là où ils avaient souffert enfant, avec aucun adulte qui pouvaient les écouter, où ils étaient dans la solitude la plus complète, personne ne comprenait leurs problèmes. Là, tout d'un coup, il y avait une femme qui disait « mais oui, c'était un vrai problème, mais oui, ça faisait souffrir, mais oui, on aurait pu faire quelque chose ». Et toute cette génération de parents a commencé à regarder ses propres enfants et les enfants en général autrement, et a commencé à les traiter autrement. Alors évidemment, tout progrès a son revers, et à partir du moment où on a regardé chaque enfant, on a comme ça pris en compte la souffrance de chaque enfant, il y a eu du trop. Le trop, ça a été que les parents, du coup, d'une part, ont vacillé parce qu'ils se sont dit « ah là là, mais attention, c'est plus un petit machin que je dresse là avec des punitions et des récompenses, c'est une personne comme moi, alors comment je fais ?» Et beaucoup de parents, même aujourd'hui, disent « de quel droit je l'oblige à quelque chose, de quel droit je lui interdis quelque chose ?» Mais ils se sont vraiment trouvés en panne par rapport à leur position de parents. Et donc, évidemment, il y a comme ça eu des dérives où on expliquait 50 fois au petit chéri qu'il fallait quand même qu'il aille se
se coucher. Bon, alors que évidemment, on explique une fois, on explique 2 fois, on explique 3 fois, et puis éventuellement 3 fois, et puis la 4e fois, on lui dit maintenant t'y vas, puis ça ne se discute plus, et puis point final, et demain soir, on ne recommence pas. Donc il y a eu cet équilibre qui a été très problématique, et donc ça a donné toute ces carences éducatives qu'on subit aujourd'hui, que les enfants sont les premiers à subir, mais qu'évidemment la société des adultes subit et qui fait énormément de dégâts. Et donc sur cette litière, on va dire, de malheur, eh ben, il y a une génération de pédagogues, de psy, de tout ce qu'on veut qui est née, de gens qui ont dit vous voyez à quoi ça mène, de parler, la mère Dolto, tout ça, bon, on connaît le discours, donc maintenant on va refaire comme avant, on ne va plus rien expliquer du tout, on ne va pas taper dessus parce qu'ils sont politiquement corrects, donc ils ne disent pas qu'il faut taper dessus, mais on ne va pas taper dessus, mais par contre, maintenant, on donne des ordres, c'est un rapport de force, on n'explique plus rien et tout, ce qui est aberrant. Et donc c'est comme ça qu'est née l'histoire des enfants rois. Et donc, on en arrive à une situation où tout ce progrès extraordinaire qui a été l'aboutissement de cette lutte pour la cause des enfants qui a été celle de Dolto, aujourd'hui on est dans un recul incroyable. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez l'actualité sous toutes ses formes, on est, quand on fabrique un bébé médicament en le disant comme tel par exemple, et en disant que ça posera aucun problème parce qu'on va l'aimer, c'est absolument aberrant. Peut-être qu'il faut... il faut permettre qu'un enfant comme ça naisse parce qu'il va aider d'autres, j'en sais rien. Ça se discute ça. Mais on ne peut en aucun cas dire que ça ne posera aucun problème. Or aujourd'hui, voilà, du moment qu'on les aime, les enfants, tout va bien. C'est pas vrai. Il y a maintenant vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de travail de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse pour démontrer que si c'était si simple, ça se saurait. Et ça n'est pas si simple. Donc on est dans un recul. Claude Almos, la dernière question est pour vous. Ça fait 35 ans que vous œuvrez pour les enfants. Quel est votre moteur ? Je vais vous dire, mon moteur, d'ailleurs je le dis dans le livre, je crois que si on veut parler aux enfants, il peut se reconnecter sur l'enfant qu'on a été. Moi, quand j'étais adolescente, mais même quand j'étais plus petite, mais surtout quand j'étais adolescente, je me suis juré que j'oublierais jamais, jamais, comment les adultes traitaient les enfants et les adolescents, et j'en savais long sur la question, comme beaucoup d'ailleurs, sinon on passe pas par la psychanalyse. Je me suis juré que j'oublierais pas, et je n'ai pas oublié. Et j'espère bien que jusqu'au jour de ma mort, je n'oublierai pas. Et le moteur, c'est ça. En tout cas, un grand merci pour tout ce que vous faites. Et un grand merci pour Dis-moi pourquoi, parler à hauteur d'enfant chez Fayard. Merci Claude Almos, merci à tous. Retrouvez cette émission sur le site www.corestelevision.fr. Corrèze Télévision.